Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. C'est le numéro je sais plus combien et j'en ai rien à cirer. Foutre. Non, tu vois, on peut être poli, tu vois, même. Non. Aujourd'hui, la voiture dont on va mesurer les consommations, essayer de calculer les autonomies et qu'on va tout simplement essayer, c'est... le Niro EV, enfin. Donc celle qu'on essaye aujourd'hui, c'est une finition premium. Waouh. Donc en sachant que le Niro, il existe dans 3 finitions. Enfin, chez Kia, il y a toujours 3 finitions. C'est le Motion, Active ou Premium. Donc là, c'est le plus haut de gamme qu'on a, Premium. Elle a une batterie donc de 68 kWh. Mais 64,8 utile. En WLTP, elle est donnée pour 460 km. Ok. Elle est équipée de la pompe à chaleur parce qu'elle a l'option V2L. Parce qu'il faut savoir que pour avoir le V2L, il faut avoir l'option pompe à chaleur. Et en sachant que ça vaut 1400 balles le petit bout. Elle est équipée de jantes 17 pouces. Ouais, très bien. Et franchement, ça fait pas ridicule, je suis désolé. Non, c'est bien intégré. Au niveau puissance, donc là, c'est une traction. Elle a 150 kW, soit 204 chevaux. Voilà. Comme l'ancienne. Et un couple par contre, je crois qu'il est un peu moindre, de 255 Nm. Voilà, le couple a été réduit et tant mieux, à la conduite, c'est mieux. Ouais. S'il permet de faire un 0 à 100 en 7 secondes 8, il y a de la gouache pour se faire plaisir. Tu fais de la peinture? Ouais. Vitesse max, donc elle est plafonnée à 167 km/h. Poids à vide de 1814 kg. Elle peut tracter jusqu'à 750 kg. Et côté recharge, donc elle est équipée d'un chargeur en courant alternatif de 11 kW, donc pour charger sur des wallbox ou à domicile. Et en DC, d'après le constructeur, c'est 72 kW la puissance max. Déjà, on trouvait que 77 sur l'ancienne c'était peu. La nouvelle est sortie, le constructeur indique 72. C'est moins que la précédente. Et en fait, dans la réalité, nous on a eu 84 kW. Ouais. Mais est-ce que la puissance en pic, on en a quelque chose à foutre? En fait, on s'en fout tant que la voiture charge vite. Et là, je dirais que c'est quand même moyen. Elle fait quand même une quarantaine de minutes pour faire le disque à 80%. Et c'est assez cohérent avec ce qu'on a rencontré quand on a fait le road trip de Bordeaux vers le bassin d'Arcachon. Eh ben, moi, j'ai trouvé que c'était une très belle présentation. Ah, je suis ravi. Alors, qu'est-ce que c'est que le Ioniq 28 Challenge? Tu veux que je t'explique? C'est un test de consommation de voiture électrique et même un classement. On prend la voiture qu'on veut essayer, aujourd'hui la Niro, et on l'oppose toujours à la même voiture depuis le début. La Ioniq 28. On fait un parcours ville, route, autoroute et à la fin de chaque section, on relève les consommations et on calcule la différence de consommation entre les deux en pourcentage. À la fin du test, on remet la Kia à charger, on la remet à 100%. Pas la voiture qu'on teste en fait. Et on mesure la différence entre ce que la voiture nous indique avoir consommé et ce que la borne nous indique avoir réinjecté dans la voiture. Ça s'appelle l'écart à la recharge. Et donc on prend la consommation moyenne de la Ioniq 28, on applique les écarts en pourcentage de la voiture qu'on teste, plus l'écart à la recharge, et ça fait le classement final. Parce que l'écart à la recharge permet au final de savoir ce que ça vous coûte vraiment quand vous rechargez et ce qui consomme réellement en énergie en fait. C'est ça. Il commence à faire chaud, fais mettre ton t-shirt, je vais finir la vidéo autrement. Faut à poil. Évidemment, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous permet d'avoir plus de crédibilité quand on va voir les constructeurs pour leur demander des bagnoles pour les essayer. Évidemment, sur cette chaîne, il y a une tradition. Et là, je sors mon téléphone. Pourquoi? Parce que... Et là, je sens la pause qui se met en place. Parce que nous avons un compte Instagram et un compte Facebook que nous vous invitons à rejoindre. Et nous postons à chaque essai sur Instagram la photo d'Alex qui pose devant la voiture. Hop. Ça, je le poste sur Instagram tout de suite. Donc, les abonnés Instagram, ils sont au courant qu'on vient d'essayer la Niro EV. Et du coup, ils sont impatients et la vidéo, elle arrive 3 mois plus tard. C'est ça. Ils sont complètement déçus et ils nous détestent. Bon, toi, t'as eu un Niro pendant quelques années. Ouais. Du coup, c'est peut-être pertinent que ce soit toi qui conduise le nouveau pour voir si tu ressens la différence. Et toi, tu l'as conduit hier, ce qui fait qu'on va avoir tous les deux un regard sur cette voiture. Tout à fait. Bon, bah, c'est parti. Ce qui fait 4 yeux sur cette voiture. Un quadri-regard. Nous allons avoir un quadrisieux sur la Niro. Bon, bah là, ceux qui connaissent notre chaîne se disent, mais pourquoi ils sont à deux dans la bagnole? Bah, en fait, on a des petits soucis de micro. On a acheté des nouveaux micros. Ceux qui sont abonnés sur Instagram le savent. Et non, ça n'a pas fonctionné. Enfin, pas comme on veut. En fait, ça nous pose plus de problèmes et de stress qu'autre chose. Donc, et le son était pourri. Donc, on a tout tourné avant-hier. Avant-hier, on s'en fout. Allez, c'est parti. Du coup, on a toutes les consos. On connaît les chiffres. Alors, c'est la première fois qu'on va le faire en connaissant les chiffres. Bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit trajet ville, un petit trajet route, un petit trajet autoroute. Donc, on va reproduire. On n'a pas voulu repartir à deux bagnoles parce que ça servait à rien de faire la comédie et de faire rouler deux bagnoles. Et surtout, c'était très très chiant. Vous voyez pas du tout refaire le feeling du même essai. Là, c'était trop relou. Donc, on va peut-être pas faire le parcours entier parce que le but, c'est juste de vous raconter ce qu'on voit sur la voiture pendant l'essai. On attaque par la ville. Allez. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Évidemment, pour le test, comme d'habitude, on avait mis la clim à 22, régène maximale, mode normal, etc.
Là, on s'en fout, on fait pas la conso, on l'a déjà, on la connaît. Et vous l'aurez bien sûr à la fin de cette vidéo, qui du coup risque d'être peut-être un peu plus courte que d'habitude. Oh, c'est pas dit ça. Ouais. Alors Donc là... c'est bizarre, on est ensemble. Ouais. Bon, alors, on attaque. De quoi on parle quand on fait de la ville? La première chose, c'est la régène. Ouais. C'est est-ce que à 100%, on a de la régène? Alors, t'as la réponse. Parce que moi, là, tu vois, en ville, si je lâche, je suis en e-pédale, j'ai de la régène, il n'y a aucun problème. Je sens pas un ralentissement moindre. Mais... c'est à toi. Ah oui, d'accord. Mais moi, quand je l'ai récupéré à Paris, on a directement fait de la départementale. Et à un moment, j'étais à 90. J'avais encore, je crois que j'étais à 98 ou 99% de batterie. Je relâche l'accélérateur pleinement parce que je voulais faire un ralentissement appuyé. Et là, j'ai eu le message, freinage relatif limité, vous êtes à 100%, alors qu'en plus j'étais à 98. Donc, ça veut dire qu'on n'a quand même pas 100% de la capacité de régénération quand on est à 100% de batterie. Si on prend direct de la départementale, on peut avoir quelques messages de warning qui vont s'afficher et le temps que quelques pourcentages de batterie baissent, quoi. Et donc, du coup, une sensation de ralentissement qui est moindre. Enfin moi j'ai même eu la sensation de lâcher. Ouais. C'est, je régène, je peux pas plus et je te mets en libre, quoi. Il y a pas mal de gens qui nous disent, vous commencez par la ville alors que vous êtes à 100%, donc vous n'avez pas toute la régène, donc les voitures sont impactées en ville. En ville, oui, il y a beaucoup de ralentissements, donc beaucoup de régène, mais beaucoup de petits ralentissements, des ralentissements à 40 km/h 0, 30 km/h à 0, et donc ça demande beaucoup de régène en termes de fréquence, mais pas en termes de puissance. C'est ça. En général, les voitures sont pas du tout impactées par ça. C'est si on commençait par la route, avec les ronds-points, etc., où là, la voiture serait vraiment handicapée. Donc, il y a quand même combien de niveaux de régène? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 0, 1, 2, 3. Donc 0 roue libre. 1, 2, 3, on augmente la régène à chaque fois. Plus le dernier, c'est le e-pédale qui rajoute de la régène. Qui rajoute de la régène. Ouais, et la qui régène va est plus forte qu'en 3. Et qui va jusqu'à l'arrêt complet. Sauf que, moi, il y a un truc qui m'énerve beaucoup. Ouais. C'est exactement comme avec la Mégane où quand tu la démarres, elle est toujours en régène 1. Et ben là, elle, il n'y a jamais le e-pédale quand tu démarres. Et encore pire, c'est que si tu fais une marche arrière, quand tu remets marche avant, tu as encore perdu l'e-pédale. Après, c'est une habitude. Pour le coup, c'est pareil pour moi sur la Ioniq 5. Et donc, on finit par s'habituer au système. Même si je suis d'accord que j'aurais préféré que le e-pédale reste activé tout le temps. Mais... Non, mais il y a un truc sur lequel on n'est vraiment pas d'accord. C'est que toi, tu dis, en e-pédale, la voiture, elle a tendance à bondir quand on fait des manœuvres. Et que donc, tu préfères manœuvrer la voiture au rampage, ouais. c'est-à-dire au frein. Ouais. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Ouais. Alors tiens, regarde, on va s'arrêter là, on va le faire. Là, je suis en rampage. Si je veux avancer un tout petit peu, je lâche le frein. C'est hyper dur de pas mettre d'à-coup. Je me mets en e-pédale. Là, c'est facile d'avancer un petit peu, d'avancer 20 cm. Mais, alors, peut-être avec celle-là, je t'assure que moi, avec la Ioniq 5, c'est peut-être parce que j'ai plus de puissance, vu que j'ai 4 roues motrices. J'ai la plus grosse, tu vois. Ouais, voilà. Je m'attendais à cette phrase. Et donc, du coup, forcément, tu vois, il faut plus de feeling pour réussir à doser cette bête, tu vois. D'accord. Et donc, vaut mieux la retenir au frein. Ouais. Que lui donner de la puissance, tu vois. Eh ben, écoute, avec cette voiture-là, je trouve que l'e-pédale est complètement gérable et que donc on pourra rester en e-pédale tout le temps. Et d'ailleurs, on a comme oublié un mode, si on a fait 1, 2, 3 e-pédale, et il y a aussi le mode auto. Ouais. C'est un mode qui va s'adapter, enfin qui va adapter le niveau de régène en fonction de la circulation, de la vitesse, etc. Donc on n'a pas le même feeling de régène à chaque fois. Et du coup, je trouve ça plus perturbant. En fait, on ne sait jamais comment elle va réagir. C'est ça. Voilà. Ah, on a oublié de préciser que Alex, cette personne, roule à l'année avec une... c'est quoi déjà ta voiture? C'est une... les gens connaissent pas bien, je crois. Ouais, une Hyundai Ioniq 5. Ah, c'est ça que c'est toi? Ouais. Et moi, j'ai roulé pendant 2 ans en Niro, mais l'ancien, le e-Niro, le modèle 2019 avec le petit écran. Parce que, en fait, ce qui est drôle avec cette voiture, avec la Niro EV, c'est que c'est un mélange entre le e-Niro et... le V6. Le V6. Qui est même plateforme que Ioniq 5. Voilà. Et donc, c'est un peu la réunion de nos deux mondes. Là, t'as réveillé tout le monde, là. Ouais. Donc, au niveau confort, Alex. Bah, les sièges sont plutôt durs. Je pourrais dire un mi-dur, mais pas mi-mou. Moi, j'aurais dit même tout dur. Ah ouais? Ouais. Par contre, la suspension, je trouve qu'elle est très souple. Là, tu vois, ça gomme. La route est vraiment immonde. Ça la gomme super bien. Par contre, ça prend un peu de roulis. Ça vire pas à plat, quoi. On n'a pas parlé de l'écran là derrière le volant. Ouais. L'instrumentation. T'as le choix entre plusieurs modes parce que voilà. À la base, quand tu fais selon le mode de conduite, t'as ça. Donc ça, c'est en mode normal. En mode sport, ça change pour faire des cadrans comme ça.
Et en mode éco, comme ça. Et moi, je trouve que les cadrans comme ça, un peu à l'ancienne et tout, en numérique. En plus, ça ressemble beaucoup à l'ancien Niro, je trouve. Ouais, même au Kona et tout. Au Kona, ouais. Ça, c'est vraiment pas classe. Et donc, nous, on vire selon le mode de conduite et on passe au dynamique. Et là, le dynamique, c'est quand même un peu plus moderne. T'as toutes les infos, la vitesse, la régène ici, l'autonomie. Par contre, t'as pas le pourcentage batterie, ça, je trouve ça vraiment dommage. Ouais, parce que la batterie, c'est là, ils auraient juste pu mettre 85%, par exemple. Ouais. Ça a été pas mal. Par contre, ça là, c'est hyper joli. Parce qu'en fait, ça s'adapte à la météo. Qu'on retrouve ici, la météo là, hop, 17 degrés. Et du coup, moi sur la route, il pleuvait et j'avais des gouttes de pluie qui coulaient sur l'écran. Et au départ, je fais, je rêve où il y a des gouttes de pluie qui... Je rêve où le truc n'est pas étanche. C'est ça. Je fais merde, il y a une fuite. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'infotainment? Ouais, après, il n'y a pas grand chose à en dire vu que c'est vraiment la même chose que ce qu'il y a sur les nouvelles gammes Hyundai et Kia. La seule différence entre Hyundai et Kia, c'est que là, c'est violet chez Kia alors que c'est bleu chez Hyundai. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même pas super moderne. En fait, on sent que c'est le système qu'on avait sur la Ioniq qui est upgradé à chaque fois, mis à jour à chaque fois, mais la base est toujours la même, il se passe pas grand chose. T'as pas Android Auto, Apple CarPlay, t'as un GPS sans fil. Ah oui. Tu les as filaires, excuse-moi. Ah oui. Mais tu les as pas sans fil. T'as un GPS qui est un peu old school. Ouais, complètement. T'as pas de possibilité d'avoir des applications, de regarder YouTube quand tu fais une charge, de Netflix, T'as pas de navigateur, t'as pas tout ça. Il n'y a pas de planificateur d'itinéraire dans le GPS. Alors il y a un outil qu'on en reparlera sur l'autoroute, mais quand même, on est vraiment sur quelque chose qui est un peu limité, quoi. Très limité. C'est vraiment le point négatif. Ça répond à 80% des besoins, quoi. Après, par rapport à ce que fait la concurrence, ils sont en retard, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour finir sur le tableau de bord, il y a aussi cette partie-là qui est reprise de l'EV6, qui est plutôt stylée au niveau technologie, parce que c'est un écran LCD où quand on passe ici, on change, on passe du mode menu au mode climatisation. Donc c'est vraiment classe. Par contre, c'est super pas pratique. Parce que on est comme ça rapidement en train de conduire. Là, on est dans ce mode-là, par exemple, avec la clim. Donc là, on est à 22. On dit tiens, je vais augmenter le volume. Et hop, non, je suis monté à 26 degrés en fait. Ouais. Alors qu'en fait non, il fallait d'abord faire ça. Et là, on pouvait augmenter le volume. Non. Sur le papier, à l'essai comme ça, c'est stylé. Mais pour moi, c'est ça, j'aime pas du tout. Et surtout, moi, je trouve que le vrai problème, c'est que sincèrement, au niveau ergonomie, quand tu vas chercher là, c'est très très bas. Quand tu regardes sur l'écran là, tes yeux. Ton champ de vision, il voit quand même la route un peu. Ouais. Tandis que quand tu descends là, tu vois plus la route. Et en plus, t'as rien pour mettre ta main là, pour t'appuyer ou quoi. Même à limite même l'écran. Contrairement d'ailleurs, par exemple, dans la Ioniq 5, t'as un petit repose. Ioniq 5. Vas-y. T'as de quoi reposer le pouce ou quoi pour t'appuyer tout en utilisant l'écran. Ouais. Et niveau volant, c'est le même que dans le V6. Et on n'a pas parlé aussi des deux écrans qui sont pas alignés, contrairement à le V6. Il y a un écran plus haut que l'autre. Moi, ça me tarde. Moi qui aime les choses bien droites, alignées, ça m'a perturbé d'office quand je suis monté dans la voiture. Ouais. J'ai failli faire un AVC d'ailleurs. Bon, bref, c'est des détails. Ça reste quand même une bonne bagnole. Mais on voit que dans ces points-là, Kia Hyundai a pris un certain retard quand même. Ouais. Allez, on arrive à la fin de la ville. Alex, t'es comment au niveau conso? Ah merde, t'es là, c'est vrai. Bon, non, y a pas de résultat de conso, hein, vous en doutez bien. Non, on sait. Allez. Mais c'est le Shifumi Spot là. Bon. Donc, venant d'une Tesla Model 3. T'as une Tesla Model 3 toi? Ouais. Qui gère ultra mal les essuie-glaces. Tu les coupes, normal. Auto, 1-2. Ok, normal. Standard. Sauf qu'il y a un truc qui est pas mal. C'est qu'en mode auto, tu peux ajuster ici l'intensité. C'est que tu peux mettre en auto mais faible ou en auto mais fort. Ça dépend. Alors ça, c'est toute la gamme Hyundai. Je crois pas qu'on ait vu ça souvent sur d'autres voitures. Elle met le frein à main automatiquement quand tu mets P. Ça, c'est la classe. T'as un grand vide-poche ici. Ça, j'aime beaucoup, moi, ce système-là. Ouais. Tu peux avoir un grand vide-poche et quand tu appuies sur les boutons, hop, ça crée... Ça éjecte des cartes. Ça éjecte les cartes. Ça crée le porte-gobelet. On a tout dit? On se part pour la route? Allez. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Allez, la route. Alors voilà. Là, j'ai fait une marche arrière, je repars, j'ai plus les pédales. Normal.
Ça, c'est énorme. Mais par contre, pour la marche arrière, elle a les radars de circulation arrière. Voilà. Qui permet que si on est en train de faire une marche arrière et qu'une voiture arrive, même d'ailleurs d'assez loin, c'est d'assez loin, c'est incroyable. Ça détecte qu'une voiture arrive et ça va vibrer, voire même ça peut freiner la voiture toute seule. Ouais. De manière à pas percuter une voiture qu'on n'a pas vu arriver. Alors ça, c'est que sur les finitions plus haut de gamme. Je pense que c'est pas sur la version d'entrée de gamme. Mais en tout cas, on est équipé et ça fonctionne très bien. Bon, on est sur la route. On met le régulateur de vitesse. On règle les vitesses manuellement. Il n'y a pas moyen d'accorder la vitesse alors qu'elle sait. Elle m'indique là que je peux rouler à 80. Il n'y a pas un bouton pour dire mets-toi direct à 80. Tu es obligé de régler manuellement. Et j'ai une question à te poser. À chaque fois que je lance le régulateur de vitesse, j'ai pas le volant. Faut le lancer à la main. Oui. Là, quand tu arrives sur une route, tu mets régule, volant, vitesse. Putain, mais c'est un enfer. Toutes les voitures, maintenant, tu appuies sur un bouton, tu es à la bonne vitesse, tu as l'autopilote, c'est fini. Je suis d'accord. Là, tu es obligé de faire 3, 4, 5 manipulations. Moi, ça me choque pas plus que ça, mais oui, ok. Et du coup, le régulateur, il peut s'adapter à la vitesse à laquelle est limitée la voie, mais elle peut le faire seulement quand on est sur une voie rapide. Et du coup, le régulateur passe en HDA, je crois que c'est Highway Drive Assist. Donc, il faut d'abord se mettre à la vitesse du panneau pour que la vitesse du régulateur passe en vert. Et à partir de là, dès que les vitesses changent par rapport au panneau qu'elle détecte, elle va directement se mettre à la vitesse du panneau. Mais il faut d'abord aimanter, on va dire, la vitesse à laquelle on roule à la vitesse du panneau pour qu'elle fasse ensuite les adaptations. Si tu veux pas qu'il y ait ce système, soit tu le désactives dans les options, mais c'est pour toujours en gros. Soit tu te mets à 131 ou 129. Et là, il n'y a pas ce côté magnétisme entre la vitesse panneau et la vitesse du régulateur. Bon, ensuite, du coup, tu as le lane assist. Un lane assist qui marche plutôt très bien. Par contre, le volant n'est pas capacitif. Ça, c'est très 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 malheureux. Donc dans la moyenne, quoi. C'est ça. Là, j'ai le lane assist en conduisant à la pédale. Ça, c'est cool. C'est rare les voitures qui peuvent faire ça. Ouais. Tu vois, là, ça prend du roulis quand même. Oui. Bien sûr, par rapport à la Mégane, on sent qu'on est moins posé, quoi. Allez, on se met en mode sport, là. On a le droit maintenant, vu qu'on a déjà fait le test conso. Youhou! C'est vrai que c'est ça qui manque un peu, c'est qu'on peut pas vraiment se faire plaisir avec les voitures quand on Bah oui, quand on fait le test conso, on peut pas. Bon, on est arrivé à la fin du trajet route. On a vu tout ce qu'il fallait voir, là, non? Je pense qu'on a été très complet. Ah ouais? Non. Je pense qu'il en manque par rapport à ce qu'on avait dit la première fois, mais... Ouais, mais je pense que la première fois, on avait dit beaucoup de trucs inutiles, donc c'est pour ça. Surtout toi, je crois. Ah. Toujours cette gentillesse qui caractérise. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Allez, c'est parti pour l'autoroute. C'est bien, il n'y a pas besoin de faire des Shifumi que je vais perdre au moins. Exactement. Ah, j'y pense. Donc vous le verrez jamais. Mais on avait trouvé un nouveau jeu complètement nul pour savoir qui partait en premier. Et Alex avait gagné. Ouais. Donc du coup, je reste encore sur une série de victoires indécentes. En fait, c'est toi qui as saboté les micros juste parce que j'ai gagné. On est sur l'autoroute. Voilà, donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu t'es mis en HDA, donc Highway Drive Assist, c'est ça? C'est ça. Et donc là, du coup, le 130, il est en vert. Ça veut dire que là, le panneau qui a détecté 130, il est synchro. Donc si elle voit un panneau d'une autre vitesse, elle va changer la vitesse en conséquence. Et d'ailleurs, on peut aussi voir qu'elle détecte les voitures. Là, on en voit une vraiment au loin. Ah ouais, c'est presque comme une Tesla, tout ça. Voilà, on se rapproche de la voiture. Il y a une voiture qui va arriver, je pense qu'on va la voir arriver sur le côté. On voit déjà qu'elle a capté le radar arrière. Et voilà, on voit la voiture qui passe. Et par contre, elle a aussi, comme sur une X5, V6 ou EQE, le changement de voie auto. Donc là, on voit qu'il est actif parce qu'il y a les petites flèches vertes gauche et droite qui sont là. Ah, les flèches vertes, c'est le changement de voie automatique. Voilà. Et donc là, je le mets. Là, elle affiche d'ailleurs des petites flèches qui est en train de changer de voie. Un peu comme sur une Tesla d'ailleurs. Donc là, c'est elle qui le fait. Hein. Elle fait rien. Et le clignotant, elle le garde jusqu'à changer de voie. Et hop, elle le retire, on est dans la voie. Et d'ailleurs, c'est exactement le même style que sur le AP, c'est-à-dire la ligne verte au milieu là. Voilà. Vas-y, refais un changement de voie auto. Il faut juste que je touche le volant, je sais jamais, voilà. Là, c'est elle qui le fait. Voilà, j'ai touché le volant. Voilà, ok. C'est elle qui retire le volant. Ça, typiquement, le changement de voie auto, c'est le truc qui est stylé. Ouais. Et en fait, vu que ça marche pas toujours, que c'est parfois lent, que s'il y a une voiture trop loin, trop près, il déclenche pas, c'est typiquement le genre de truc que tu fais plus. Je suis d'accord. En fait, alors sur Hyundai Kia,
je dirais que ça marche 3-4 fois sur 5. Ouais. Et le QE, c'était un peu pire. Je crois que c'était plus 2-3 sur 5. Ouais, une fois sur 2 quoi. On va parler du régulateur adaptatif. Nous, on aime bien les régulateurs adaptatifs qui ont un peu la patate, quoi, tu vois. Ouais. Que quand on est derrière une voiture qui roule pas, on met le clignotant et bam, ça déboîte. Non, mais là, faut que je m'éjecte. Je peux pas parler avec un mec qui fait des accents, là. Ok, donc tu vas te foutre sur la voie de droite et tu vas te caler derrière une bagnole et on va mettre le clignotant et on va voir ce qui se passe. Donc là, elle a bien ralenti. Je suis à 110. Attends qu'elle finisse son voilà. Allez, vas-y, cligno. Là, sa vitesse ne change pas. À 93, elle change pas. Bon, là, elle veut changer de voie tout seul. Hein. C'est elle qui a changé de voie, en fait. Hein. Bah, ok, tu tournes pas. Là, t'as pas accéléré. Non, donc c'est quand même pas mal. Elle accélère quand t'es à demi-voie, quoi. Ouais, demi-voie. La Tesla, elle accélère que quand t'es dans la voie. Elle accélère à demi-voie. C'est pas mal, mais ça manque un peu de... C'est mieux qu'une Model 3. Là encore, on est dans une bonne moyenne. Ça fait les choses pas trop mal. On est en terrain connu par rapport à ce qui a déjà été fait chez Hyundai. On est en terrain connu. Oui. Ou en terre inconnue. Non, en terrain connu. D'accord. Alors maintenant, on va parler de la puissance de charge. Donc, on vous dit souvent, la puissance de charge, il faut s'en foutre. Le vrai important, c'est la vitesse en kilomètre-heure de charge. Ouais, et aussi le temps de charge, quoi. Voilà, le temps de charge effectif. Cette voiture, elle a un pic de recharge annoncé à 72 kW. En fait, déjà, petit 1, elle charge plus vite que ça. Bah nous, on l'a vu sur le road trip, on est monté à 84 kW. Si tu le compares à une Mégane qui pointe jusqu'à 130 kW en charge, tu te dis wow, c'est pourri la Kia. Et en fait, on l'a vu lors de notre road trip, qui est en description évidemment. Eh ben, elle mettait quasiment le même temps pour se charger. C'est ça. Avec un petit avantage pour la Mégane, mais vraiment ça très léger. Et en minutes, tout cas, ça change pas grand chose au voyage. Donc, on est sur 40 minutes en gros. Pour le 1080. Nous, on a fait 30 minutes en gros le 35-80. Moi, aujourd'hui, je trouve ça trop long, mais c'est acceptable. Alors nous, vu qu'on a les stats de conso, etc., on a pu calculer la vitesse de charge en kilomètre-heure de cette voiture. Elle est un tout petit peu supérieure à la Iniro, mais pas grand-chose. Et un tout petit peu inférieure à la Mégane. En gros, elle est entre les deux. Ouais. Donc du coup, ça reste une voiture avec laquelle, évidemment, elle a une bonne autonomie, donc on peut voyager sans problème. Mais on va faire des arrêts un peu longs. Après, on vient de parler planificateur. Donc elle n'a pas de planificateur d'itinéraire. Non. Dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire on lance le GPS nous dit il faut aller là, s'arrêter là, charger là. Je vais le faire en vocal. Aller à Paris. Donc c'est débile, il a dit revenir à la destination précédente, mais ça c'est pareil sur toute la gamme Hyundai actuelle. Donc là, il te dit au bout d'un moment qu'il n'y a pas assez de batterie pour atteindre la destination. Donc soit on fait OK et du coup on y va quand même et on se démerde, soit on fait liste. En fait, tu peux choisir de chercher des bornes sur l'itinéraire, proche de la position actuelle ou proche de la destination. Donc nous, on va faire sur l'itinéraire pour se construire un itinéraire. Et donc sur l'itinéraire, tu as là actuellement, elle te donne 2 stations, Saugon, mais qui est dans le sens inverse, et Ionity, Saint-Léger, qui est dans le bon sens. Là, c'est parce que on a sélectionné seulement Allego et Ionity comme réseau. Donc c'est pas mal quand même. Bon, mais le problème qu'il y a à ce système, que j'ai déjà constaté, alors déjà dans le road trip et moi aussi avec ma Ioniq 5, c'est que Hyundai Kia sont partenaires Ionity, mais il n'y a pas toutes les bornes Ionity dans le GPS. Alors le premier truc, c'est que ça te propose une borne dans le mauvais sens. Le deuxième, c'est que ça te propose pas toutes les bornes Ionity. Et le troisième, c'est que tu sais pas vraiment, tout à l'heure quand on a fait un test, ils nous proposaient une borne sur laquelle on ne pouvait pas aller. Après ça, je dirais que c'est déjà une très bonne base. Moi, tout ce que je demanderais déjà dans le premier update, c'est déjà d'avoir au moins toutes les bornes. Je sais qu'avec la plupart des voitures, j'ai 200-250 km de rayon d'action. Du coup, je me pose pas vraiment de questions. Je fais juste en sorte de trouver une borne qui a 200 km. Donc moi, je pourrais me contenter de ça sur autoroute. Oui, mais toi, tu connais tes voitures, t'as confiance et tout. Enfin, la plupart des voitures, c'est 200 bornes. Moi, je vois ma belle-mère, elle prend la caisse, elle va pas forcément savoir combien d'autonomie elle a. On lui propose des bornes, elle va pas vraiment savoir laquelle prendre. Au moins, s'il y avait le pourcentage, ça dit que tu vas arriver à 15%. Ça serait parfait, j'ai pas le contraire. C'est pour moi le minimum pour que ça soit sécure pour tout le monde. Là, c'est pas le cas. Mais je pensais pas qu'elle avait ça, c'est déjà ça. T'as des bornes. En sachant que il faut passer par là si on veut utiliser le préconditionnement de batterie de la voiture. Ouais. Donc là, c'est là justement où il y a le problème, c'est que s'il y a des bornes qui sont pas référencées,
et que vous voulez y aller parce que vous n'avez pas le choix sur votre itinéraire, c'est plus pratique de passer par cette borne. Si vous n'avez pas pu la sélectionner via le GPS en tant que borne, la voiture va pas faire de préconditionnement, en sachant que le préconditionnement n'est utile que quand on est en gros en dessous de 10 ou 5 degrés. Donc l'hiver, en été, ça changera pas grand chose. Encore une fois, c'est moyen. C'est pas mauvais, c'est pas top. C'est moyen, c'est mieux que ce qu'on pourrait croire, mais c'est moyen. Ouais. Est-ce qu'on parlerait des 3 points positifs et négatifs de cette voiture? Ouais. Vas-y, t'en dis un. Alors je dirais que faut avouer que la partie électrique, c'est du Hyundai Kia, le e-pédale est quand même bon, même si c'est chiant de devoir le retirer, ça je suis d'accord, de le remettre plutôt. Mais voilà, le feeling est bon, on a la possibilité des palettes, etc. L'arrêt est efficace. La partie électrique, je dirais qu'il y a rien à dire. Ouais. Moi, deuxième point, je dirais que c'est une voiture raisonnable, dans le sens où il n'y a rien d'extravagant, il n'y a pas de gros coup de cœur, même esthétiquement à l'intérieur, à l'extérieur, c'est pas une voiture. C'est vraiment la voiture pour monsieur tout le monde, n'importe qui peut acheter un. Ouais, voilà. Quoi. Mais elle a 7 ans de garantie, ça marche bien. Donc voilà, c'est point positif, c'est que c'est une voiture un peu sans histoire. Tu sais que tu vas l'acheter, qu'elle est garantie, que ça va bien fonctionner, que ça ne consomme pas trop. Voilà, bon, bonne bagnole quoi. Ouais, en 3, moi je dirais que, que c'est quand même une voiture quand même assez efficiente par rapport à son gabarit, etc. Donc c'est une conso quand même bien maîtrisée. Ouais, surtout avec la batterie 64 kWh. Dans la vie de tous les jours, tu vas avoir une autonomie assez importante. Bonne bagnole quoi. Ouais. En point négatif, moi en premier, c'est la vitesse de charge, le temps de charge. Si elle avait un temps de charge plus court, je pense qu'elle ferait beaucoup de mal à la concurrence. Après, c'est pas une voiture à acheter si tous les week-ends vous faites 600 km quoi. Cela dit, ça se fait. Ça se fait quand même. Ça se fait. Deuxième point négatif, pour moi, c'est quelques petites choses d'ergonomie générale. Tableau de bord, le fait qu'à chaque fois qu'on met le régulateur, il faut remettre le volant pour avoir le lane assist. Le fait qu'à chaque fois qu'on démarre, on doit remettre l'e-pédale. Toutes ces petites choses, je trouve un peu relou à vivre. Que tu dois t'y faire au bout d'un moment, mais que si tu n'avais pas à t'y faire, ce serait encore mieux. Voilà. Moi, en négatif, en 3, je dirais un peu... c'est pas une voiture amusante à conduire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un gros point négatif pour les gens. C'est une voiture pour tous les jours. Quoi. Ouais. Tu sais, c'est son point positif. Que c'est une voiture sérieuse, ça marche. Voilà, il y aura sûrement pas de problème. Mais t'es pas waouh, putain, je suis dans un Niro quoi. Je l'ai pendant une semaine. Quand je vais la prendre, je me dis pas. Alors qu'il y aurait la Mégane, je serais allez. Ouais, c'est vrai. Là, il y a pas de. Voilà, bon. Mais. C'est une bonne voiture. Voilà. Ok, t'es prêt ? Nouvelle Niro ou ancienne Niro ? Je pense que je prends quand même le nouveau Niro. Ouais. Déjà le V2L, c'est con, mais la Taycan pour avoir circulé la bagnole, moi je sais que je m'en sors de temps en temps avec la Ioniq 5, donc ça je trouve ça plutôt cool. Donc non, nouveau Niro, sans hésiter. Attention, t'es prêt ? Ouais. Niro ou Mégane ? Alors franchement, la Mégane, elle a pas mal de défauts, de fiabilité pour le moment qu'on a pu remarquer, qui vont peut-être se résorber, j'espère, dans le temps. Mais non, entre les deux, je pense que je prends quand même la Mégane pour le côté Android Auto, il y a pas de e-pédale, tu vois, pourtant qui me manquerait beaucoup au quotidien. Ouais, grave. Et en plus, niveau design, à me balader, je trouve ça plus fun de me balader dans une Mégane que dans un Niro. Ouais, mais il y a du pour et du contre, il y en a aucune des deux qui est. C'est ça, faudrait un peu les accoupler presque, tu vois. Ouais, faudra accoupler beaucoup de bagnoles pour ça. Ouais. Ça serait ça ressemblera à rien quand même à la fin. Une grosse partouze de VE. Niro ou Kona ? Alors esthétiquement le Kona, par contre pour l'aspect intérieur et modernité, il faudrait quand même le Niro EV. Attends, t'as dit esthétiquement tu préfères ça ? Ouais. Ah ouais, moi je préfère le Kona. En fait, il est plus compact, il fait déjà. Ah, moi je préfère le Niro de A à Z. Ah ouais. Intérieur, extérieur, tout plastique. Je préfère le Kona. Tout. Ouais. Ok. Et Niro EV ou Ioniq 5 ? Non. Mais comment tu peux poser cette question ? Non. Niro EV haut de gamme ou EV6 bas de gamme ? Ah mais V6 entrée de gamme, il n'y a même pas de sujet. En fait, c'est... Pourquoi ? Juste pour les tests de charge. Alors non, mais pas que. Il y a esthétiquement et même si j'ai plus le V2L et tout ça au final. Moi je prends la Niro. Non mais toi t'es plus raisonnable. Non mais je prends la Niro parce que le V6 esthétiquement je la trouve pas si folle que ça. T'as la vitesse de charge en plus, mais si t'as après la version bas de gamme, t'as pas grand chose. Alors que franchement, vu que je voyage pas tant que ça, je préfère une voiture bien équipée qu'une voiture qui charge vite. Bon voilà, on va maintenant revenir sur
la vidéo d'origine, parce qu'il y a encore des éléments qui fonctionnent, où les micros ont marché. Donc voilà, on reprend le fil normal, on va brancher la voiture, test de régène, consommation, tableau de tout le classement, conclusion, et voilà. Parfait. Parfait, ça aurait été des micros qui marchent normalement. Ouais, voilà, la JC est partie avec la Niro. Il va arriver ici à 80 km/h au régulateur et arriver à la grille là où je serai. Là, il coupe le régulateur. Donc là, il va ralentir de 80 km/h jusqu'à l'arrêt complet et on va mesurer du coup au télémètre quelle distance il faut entre 80 km/h et l'arrêt complet pour que la voiture s'arrête. Du coup, ce qui permet de quantifier la puissance de régène des différentes voitures qu'on essaie. Donc là, je me mets en position. Allez, on y va. Hop, on active le régulateur de vitesse. On accélère un peu, on est à 80, c'est parfait. Wow, ça a freiné très fort là. 117. 117. 117. C'est pas beaucoup, hein? Ah ouais. On fait un deuxième essai? Allez, on y go. Ah ouais. Mais c'est encore moins là. Du coup, il a fait 115 sur le deuxième essai, donc 117 et 115, donc ça fera un petit 116 de moyenne. Bon allez, on arrive, on va charger la voiture. Je roule sur les pédalex. Non. Bon. Le port de charge, il est devant. En plein centre. Contrairement à la Iniro où c'était un peu décentré. Alors, on fait le tour, on monte 2-3 trucs. Ou pas? Alors, la voiture est équipée du V2L. Ce qui fait que là, regarde, ici, là, on a une petite prise de courant. Hop là. Ça, c'est vraiment pratique. Si on veut brancher un portable, un frigo. On fait comme si on avait rien entendu. J'ai mis les câbles à l'arrière. À l'arrière, il y a un scandale. Ça, c'est le scandale. Ah, je croyais que c'était le câble pas roulé, moi, le scandale. Non, mais sérieusement. Kia. Qu'est-ce que c'est que ce couvre-bagage là? On dirait un truc de temps de Quechua. C'est ça. On l'avait vu en présentation de lancement. Et même les commerciaux de Kia se disaient, ouais, c'est une pré-série, c'est pas sûr que ce soit comme ça dans la version définitive. Ça peut pas être comme ça dans la version définitive. Bah si, voilà. Ça, c'est le cache-bagage. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté pratique. On peut le plier, le mettre, voilà. Mais non. Et par contre, venez voir, il y a quand même un espace qui est assez conséquent sous le coffre. C'est pas mal. Là, c'est le boîtier V2L. Ici, on a le boîtier V2L, on va le montrer. Donc ça, c'est un boîtier qu'on branche sur la prise T2. Et là, il y a une prise électrique de femelle qui permet de brancher tout ce qu'on veut. Donc qui sera alimenté par la batterie. Alors, je me souviens plus de la puissance, mais ça doit être aux alentours des 3 kW de puissance max, 3 ou 3,6. Ouais, c'est pas mal. On a un petit frunk à l'avant, on le montre? Allez, on le montre. Alors, j'avais pas voilà quand on n'a pas roulé son câble, comment on doit se balader, quoi. Alors, à l'avant, on a un frunk. Alors, c'est pareil, c'est pas à la Tesla, hein. Il faut ouvrir comme un coffre de véhicule thermique. On a un crochet comme un coffre de véhicule thermique. Et on a une boîte qui est très 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 carrée. La boîte est très carrée, on voit quand même tout il n'y a pas d'habillage comme sur d'autres véhicules. On voit tout c'est un peu partie technique. la boîte à outils Leroy Merlin qu'on a mis dedans, quoi. Voilà. Et en profondeur, c'est pas énorme. En même temps, vu que c'est une traction, le moteur est juste en dessous. Bref. C'est le moment où on branche notre véhicule. Hop là! Alors voilà, la prise, c'est ici en plein milieu. Il y a toujours le petit cache. Qui ne sert pas à grand chose d'ailleurs. Qui sert pas à grand chose pour le T2. Le petit cache pour le combo. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a quand même un petit indicateur pour savoir si la voiture est chargée ou pas. Allez, c'est parti! Donc là maintenant, on va charger avec notre borne en 7 kW et on va voir ce que la borne réinjecte dans la voiture pour la remettre à 100% et on va comparer avec ce que la voiture nous dit avoir consommé. Et si vous-même, vous voulez une borne comme ça chez vous, c'est simple, vous allez sur lachaînev.fr, rubrique pose de borne, vous répondez à des questions, vous décrivez votre projet, vous donnez vos coordonnées et vous serez contacté par 3 artisans près de chez vous qui vous feront des devis gratuitement, sans engagement, sans publicité. C'est gratuit, c'est génial. Et c'est géré par nous en plus. Et c'est géré par nous. À tout de suite.
Bon, eh bien, on arrive au moment le plus important de cette vidéo, à savoir les chiffres de consommation. Alors, il est en mode détendu avec son petit t-shirt accoudé à la bagnole, là. c'est ça. Hein? Tu veux un petit mojito? Ouais, non, je bois pas d'alcool, moi. Ouais. Donc, tu devrais. Tiens. Alors, on y va, c'est parti. La ville. Donc, on a fait 16,4 km. Moi, j'ai relevé une moyenne de 28 km/h. Donc, c'est pas très haut. Ouais. Et par contre, la consommation, quand même, est plutôt basse, parce qu'il fait 9,2 kWh au 100. Ok. Moi, avec la Kia Niro EV 2022, premium, blanche, grise derrière, j'ai fait 11,9. Ouais, ça va, c'est quand même correct. C'est complètement correct. Le chiffre s'affiche en bas. Avec les écarts en pourcentage. Avec les écarts en pourcentage. On passe à la route? Allez. Donc la route, là on a fait 25 km, enfin en même temps c'est comme d'habitude, une moyenne de 63 km/h et une conso pareil, là, plus que maîtrisée, 10.1. La Kia, vas-y, allez vas-y, tu dois être à 0,5 près. Et 12,4. Ah, perdu. 13,2. Ah. 13,2, c'est pas mal. Ah, c'est très bien. Ouais. Je pense sincèrement qu'elle consomme plus que la Niro. Ouais, c'est fort possible. Ouais. Du coup, là, l'autoroute, comme d'hab, les 87 km habituels. On a une moyenne de 112 km/h, donc pareil, on est bien, parce qu'on essaie de viser le 115, donc c'est très bien. Et une conso de 14.8. 14.8, c'est énorme, ouais. Elle a fait une super conso aussi. Elle a fait 18.8. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais vu que tu as fait 14.8, ça va remonter sûrement dans les 20, quoi. Dans les 19 ans, en tout cas. Ouais. Donc maintenant, on va passer au tableau qui récapitule tous les chiffres. Toutes les datas intéressantes. Le tout avec une voix horrible qui commande tout ça, celle d'Alex. Allez, regardez le tableau. Pour les résultats, on commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28. On reprend les 20 derniers essais plus celui d'aujourd'hui et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute. Ce qui nous donne 9,4 kWh au 100 km en ville, 10,2 sur route et 15,6 sur autoroute. Ensuite à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors de l'essai du Kia Niro EV sur les mêmes tronçons, soit plus 29% en ville, plus 31% sur route et plus 27% sur autoroute. Ce qui nous donne les consommations suivantes, 12,3 kWh au 100 km en ville, 13,4 sur route, 19,8 sur autoroute et une consommation mixte de 15,1 kWh au 100 km. En tenant compte de ces consommations et de la capacité utile connue de la batterie du Kia Niro EV, soit 64,8 kWh, cela nous donne les autonomies suivantes. 536 km en ville, 484 km sur route, 327 km sur autoroute, mais surtout 229 km entre deux points de recharge sur autoroute, entre 80 et 10%, car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute, car la puissance de charge baisse après 80%. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous a indiqué avoir consommé 30,176 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne monophasée 7 kW, et la borne nous indique avoir envoyé 34,16 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de plus 13,2%. Cet écart est dans les bons scores, mais on avait obtenu un meilleur résultat avec l'ancien Niro de 10,9%. Il est d'ailleurs normal d'avoir un écart car le rendement du chargeur embarqué n'est pas de 100% et l'ordinateur de bord peut être plus ou moins juste. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 15,1 à 17,1 kWh au 100 km, ce qui place le Kia Niro EV à la 9e place sur 21 de notre classement actuel. Le nouveau Niro EV se classe entre l'ancien Niro et la Kia EV6. Sa consommation sur autoroute est identique à l'ancien Niro, mais elle surconsomme en ville et sur route. Concernant les voitures les plus rapides pour parcourir 1000 km, ce Kia Niro EV l'effectue en 11h06. C'est 9 minutes de mieux que l'ancien, mais cela reste très proche. Comme l'ancien Niro, elle est pénalisée par sa vitesse de charge. Il lui faut 2h24 de temps de charge pour ce parcours, là où une Kia EV6 n'en demande que la moitié avec 1h12. Et justement, en parlant des temps de charge, si on les met en lien avec la consommation moyenne sur autoroute, on peut calculer une vitesse de charge en km par heure récupérée. Ce qui donne une vitesse de charge de 344 km par heure pour le nouveau Niro. On reste assez proche d'une Mégane ou d'une E208. En comparaison, une EV6, qui est actuellement première de notre classement, est à 747 km par heure. Lors du test du frein régénératif, où l'on mesure à distance pour passer de 80 km/h à l'arrêt complet, le Niro EV l'a effectué en 116 mètres, ce qui la place deuxième de notre classement actuel.
De notre expérience, une distance comprise entre 120 et 140 mètres est parfaite pour un bon feeling et un freinage suffisant pour une conduite normale à une pédale. Tous ces résultats sont à retrouver sur notre site lachaînenommée.fr. Vous pouvez d'ailleurs voter sur notre site afin de sélectionner les voitures que vous attendez le plus sur la chaîne. Bon, eh ben, putain, les mecs sont de plus en plus blasés. Bon, eh ben, voilà, cette vidéo s'achève ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère que vous avez appris des choses. Et franchement, nous, on a bien kiffé quand même cette petite Niro, même si elle a quelques lacunes. Mais bon, après, comme beaucoup d'autres. Évidemment, abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez pas rater nos vidéos. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et évidemment, on se retrouve en commentaire. Hein, si vous avez les moindres questions, on essaie d'y répondre. Et de toute façon, ça échange suffisamment dans les commentaires. Donc, allez-y. Bon, ben, du coup, si cette vidéo vous a plu, ben, on se dit non. Il y a Mario en boucle. Bon, Facebook, Instagram, YouTube. Clique. Donc abonnez-vous. Hein. Bon, allez, on s'arrête là-dessus. Je suis sûr que ça va dégrader. Je sais plus où on va. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut. Tu te sens mieux là? Voilà. Il manque plus qu'à aller faire caca et je serai au top. Non mais là je ne peux plus faire de vidéo avec cet énergumène.